Le bruit du vent s'infiltrait par les fissures des fenêtres brisées, créant un murmure inquiétant qui semblait imprégner chaque recoin de la vieille maison. La structure en bois semblait abandonnée depuis des années, avec ses murs usés et son toit au bord de l'effondrement. Mais ce n'était pas vide. À l'intérieur, une petite silhouette se tenait immobile sur le seuil d'une porte. Elle s'appelait Manon, une fillette d'à accent grave peine 8 ans qui avait appris à vivre dans le silence et la solitude. Ses cheveux emmêlés lui tombaient sur le visage, tandis que ses grands yeux noirs fixaient, par la fenêtre brisée, la route qui menait au village. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'accident qui avait bouleversé sa vie. Ses parents, ouvriers agricoles, étaient partis tôt ce matin-là pour la ville vendre leur dernière récolte. Manon les regardait s'éloigner depuis la fenêtre où elle se tenait maintenant, elle se souvenait encore de leur sourire et de leur promesse de revenir avant la tombée de la nuit. Mais ils ne revinrent pas. Un glissement de terrain sur la route ensevelit leur véhicule sous des tonnes de pierres et de boue. Leurs corps furent retrouvés quelques jours plus tard, une fois la tempête enfin calmée. Dès lors, plus personne ne franchit cette porte. Manon apprit à survivre seule, elle allait chercher de l'eau à la rivière voisine, mangeait le peu qu'elle récoltait dans un petit jardin et, les nuits les plus froides, dormait enveloppée dans une couverture qui conservait l'odeur de sa mère. Mais cet après-midi-là, quelque chose était différent. De temps à autre, le vent apportait le bruit lointain d'un moteur, mais cette fois, le bruit ne disparut pas, il s'amplifia. La jeune fille plissa les yeux et regarda un véhicule s'approcher lentement sur le chemin de terre au loin. C'était une vieille voiture, mais sa présence semblait étrange dans cet endroit oublié. Manon recula d'un pas, se cachant dans l'ombre. Une boule d'angoisse se forma dans sa gorge. Personne ne venait ici, personne ne devait venir, car maintenant, les nouveaux propriétaires de la maison allaient franchir la porte, ignorant ce qui les attendait de l'autre côté. Elle observait depuis l'ombre, son petit corps plaqué contre le mur du fond. Elle ne voyait pas clairement les gens qui venaient d'arriver, mais elle entendait leur voix. C'étaient 2 adultes et un enfant. « Tu es sûr que c'est ici ?» demanda Laura, incrédule. « Bien sûr. »« Regarde la carte » répondit Damien avec assurance. « Elle est vieille, mais avec un peu de travail, elle sera comme neuve. » Manon sentit son cœur s'emballer. Elle ne voulait pas être découverte, mais elle ne pouvait pas non plus s'arracher de la fenêtre, la curiosité l'emportait sur la peur. De sa cachette, elle observa le couple s'approcher de la porte d'entrée. L'homme, trapu et à la barbe hirsute, tenait une boîte à outils d'une main et essayait de crocheter la serrure rouillée de l'autre. La femme, les cheveux attachés en arrière et l'air fatigué, tenait la main d'un garçon d'environ 6 ans, les yeux écarquillés. « Maman, c'est effrayant », dit le garçon en serrant les doigts de sa mère. « Ne sois pas bête, Louis », répondit-elle avec un sourire forcé. « Ce n'est qu'une vieille maison. » Dans un grincement métallique, la serrure céda et la porte s'ouvrit lentement, laissant échapper un long grincement aigu. Le son parcourut la maison comme un gémissement, et Manon sentit le froid l'envelopper encore plus. De son coin, la jeune fille pouvait voir la lumière de l'après-midi entrer pour la première fois depuis des années, illuminant la poussière en suspension et les vieux meubles recouverts de draps usés. « Eh bien, voilà », dit l'homme en frappant ses paumes. « Ce n'est pas aussi grave que je le pensais. On sera prêt dans 2 semaines. » Mais tandis qu'il parlait, Manon respirait à peine. Ils étaient à l'intérieur pour la première fois depuis des années, d'autres personnes marchaient sur les mêmes étages qu'elle avait traversés en silence. Elle se cacha un peu plus loin dans l'obscurité, retenant son souffle. Le bois craquait sous les pas des nouveaux arrivants, comme si la maison elle-même protestait contre leur présence. « Louis, ne t'éloigne pas », prévint la mère au garçon, qui commençait à errer dans la pièce. « Et s'il y avait des fantômes ici ? » « Il n'y a pas de fantômes, chérie, » répondit-elle avec un rire bref, quoique un peu gêné. « Juste des souris et des toiles d'araignée. » Louis ne semblait pas convaincu, jetant parfois des coups d'œil par-dessus son épaule, espérant trouver quelque chose caché dans les recoins. Manon suivait ses mouvements du regard, ses doigts crispés sur la robe usée. Personne ne devait la voir, personne ne devait savoir qu'elle était là. Mais quelque chose se produisit. Le garçon, avec la curiosité typique de son âge,
s'approcha d'une porte entr'ouverte au bout du couloir, une porte que Manon gardait toujours fermée. « Louis, ne va pas par là !» cria la mère. Mais il était trop tard. Le garçon poussa lentement la porte et entra. Manon sentit la panique l'envahir, c'était sa chambre, son petit refuge où elle gardait le peu qui lui restait de sa vie d'avant, une vieille couverture, une poupée de chiffon et une photo usée de ses parents. « Louis, sors de là !» La voix du père résonna avec autorité, et on entendit ses pas se rapprocher rapidement. Le garçon obéit et partit, non sans avoir tourné la tête vers le coin sombre où Manon se cachait habituellement. L'espace d'une seconde, leurs regards se croisèrent. Ce fut un instant fugace, mais suffisant pour faire s'arrêter le cœur de la jeune fille. Louis ne dit rien. Il ferma la porte derrière lui et courut vers ses parents, mais Manon savait qu'il l'avait vu. Que ferait-elle maintenant? Allait-elle le dire à ses parents? Allaient-ils tous revenir dans leur refuge? Louis arriva aux côtés de ses parents et, les yeux pleins d'émotion et d'une certaine peur, il tira sur la manche de sa mère. « Il y a quelqu'un là !» s'exclama-t-il en désignant la pièce au bout du couloir. La mère le regarda, confuse. « De quoi parles-tu, Louis? Il n'y a personne ici, chérie, c'est juste une vieille maison. » Mais la persistance dans les yeux du garçon a suffi à faire froncer les sourcils du père et à lui faire prendre une lampe de poche dans la boîte à outils. Depuis sa cachette, Manon écoutait les pas qui approchaient. Elle serrait la vieille poupée contre sa poitrine, ses petits doigts tremblants. Elle n'avait nulle part où fuir, s'il la trouvait, que lui ferait-il? Finalement, la porte s'ouvrit. La lampe torche éclaira chaque recoin de la pièce, révélant les objets que Manon avait protégés pendant des années, la vieille couverture, la poupée de chiffon et la photo usée encadrée dans du bois cassé. Le père inspecta attentivement les lieux, mais ne trouva personne. « Il n'y a rien ici », dit l'homme d'un ton mêlant soulagement et incrédulité. Mais Louis resta ferme. « Je l'ai vu, papa, il y avait quelqu'un, une fille. » La mère soupira en caressant la tête de l'enfant. « C'était peut-être ton imagination, Louis. Cet endroit est différent, mais il n'y a pas de fantôme. » Cependant, le doute s'était déjà installé dans leur esprit. Ils avaient vu les empreintes, senti la présence, et maintenant qu'ils étaient entrés dans leur refuge, la maison ne serait plus jamais la même pour aucun d'eux. Silencieusement, la petite fille sortit de sa cachette, prit la photo qu'elle protégeait et la serra fort contre elle. Ses yeux s'emplirent de larmes tandis qu'elle regardait la porte close. Pour la première fois depuis des années, elle n'était plus seule, mais cette pensée ne la réconforta pas, elle lui fit peur. La nuit tomba, et avec elle, un silence encore plus inquiétant s'empara de la maison. Les nouveaux propriétaires avaient allumé quelques lampes dans les pièces principales, mais l'obscurité régnait encore dans les recoins où Manon restait cachée, observant et attendant. Dominant les couloirs et les recoins, Louis ne cessait de penser à ce qu'il avait vu. Pendant que ses parents déballaient les cartons dans le salon, le garçon, armé d'une lampe de poche, décida de retourner dans le couloir, quelque chose en lui disait de retourner dans cette pièce. Manon, de son côté, n'arrivait pas à dormir. De son coin, elle écoutait chaque mouvement, chaque murmure, elle savait que le garçon reviendrait, elle l'avait lu dans ses yeux. Elle serrait la photo de ses parents contre sa poitrine et se disait de rester forte. Mais combien de temps encore pourrait-elle se cacher? Louis poussa prudemment la porte, cette fois, personne ne pouvait l'en empêcher. La lampe torche éclaira chaque recoin de la pièce, et son regard se posa sur la poupée de chiffon posée par terre. Elle était petite, vieille, mais visiblement aimée. Il se pencha pour la ramasser et, à cet instant, il sentit quelque chose derrière lui. « Qui es-tu » demanda le garçon, n'osant pas se retourner complètement. Manon ne disait rien et faisait seulement des signes et des grimaces que le garçon ne pouvait pas comprendre. Claire et Damien, remarquant que Louis ne répondait pas à leurs appels, partirent à sa recherche et furent surpris de voir Manon. Claire fit un pas en avant, mais s'arrêta en voyant Manon se rétrécir encore davantage. « Bonjour » dit-il d'une voix douce, presque chuchotée. « N'aie pas peur. On ne te fera aucun mal. » Damien, qui jusque-là inspectait la maison, s'approcha lentement,
se tenant à côté de sa femme. « Depuis combien de temps es-tu seul ici ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Louis, le petit garçon, se tenait derrière sa mère, observant avec un mélange de curiosité et de peur. « Est-ce un fantôme ?» demanda-t-il doucement en serrant la main de sa mère. « Non », répondit-elle en s'agenouillant à la hauteur de la fille. « C'est juste une enfant comme toi. » Manon ne dit rien, ses mains tremblantes serraient la poupée contre sa poitrine. Claire lui tendait une couverture, essayant de ne pas paraître menaçante. « Voilà, chérie. Prends-le. Tu n'as pas à avoir peur. » Les yeux de Manon se posèrent sur la couverture, elle hésita un instant avant de tendre la main tremblante et de la prendre. Elle s'en enroula rapidement autour d'elle, tout en observant la famille avec suspicion. Après que Claire et Damien eurent découvert Manon dans la vieille maison, tout changea pour eux. La petite fille fragile et terrifiée resta silencieuse, serrant sa poupée de chiffon contre elle, observant les étrangers d'un œil méfiant. Claire tenta de s'approcher d'elle avec précaution, lui parlant doucement, mais Manon ne répondit pas. Il était clair que cette petite fille avait vécu seule pendant longtemps, prisonnière d'une routine de survie que personne ne devrait jamais connaître. Damien, plus pragmatique, savait qu'il devait chercher de l'aide immédiatement. On ne peut pas la laisser ici, pensa Claire en recouvrant la fille avec la couverture qu'elle avait apportée de la voiture. Sans un mot de plus, Damien décrocha le téléphone et contacta les autorités locales pour signaler ce qui s'était passé. Le trajet de retour vers le village fut tendu. Manon, bien qu'épuisée, ne fermait pas l'œil, la peur d'être à nouveau séparée du peu qui lui restait la tenait en haleine. Lorsqu'ils arrivèrent au village, une foule se rassembla autour du véhicule et les rumeurs se répandirent rapidement. « N'est-ce pas la petite fille qui vivait dans la vieille maison ?» murmura une femme plus âgée. « Mais il n'est pas mort avec ses parents », répondit un homme en fronçant les sourcils. Les paroles des voisins résonnèrent aux oreilles de Claire. Pourquoi n'avait-il pas enquêté sur sa disparition? Manon ne réagit pas, mais s'accrocha fermement à la poupée. Devant l'assistante sociale, Claire et Damien expliquèrent ce qu'ils avaient trouvé. L'homme examina les papiers d'un air sérieux. Selon les archives, Manon a été déclarée décédée avec ses parents il y a 2 ans. Ce cas est inhabituel. Claire sentit un nœud se former dans son estomac. Comment avait-il pu commettre une erreur aussi grave? Manon était assise en silence dans un coin, jouant avec les fils qui dépassaient de son poignet. Finalement, l'assistante sociale a décidé. Nous allons d'abord faire un examen médical, puis elle sera emmenée dans un orphelinat pendant que nous enquêterons plus en profondeur. Claire voulut protester, mais Damien lui prit la main. Il savait qu'il devait suivre le protocole s'il voulait aider Manon. L'orphelinat était froid et lugubre, ses murs gris et ses longs couloirs résonnants n'inspiraient pas confiance. Manon marchait main dans la main avec Claire jusqu'à ce qu'un employé s'approche pour l'escorter. « On se reverra bientôt », dit Claire en la regardant dans les yeux. « D'accord », répondit Manon avec un faible sourire. Elle hocha la tête sans ajouter un mot et lâcha à contre-cœur la main de Claire. La porte se referma derrière elle, laissant Claire et Damien debout dans le couloir. « Nous ne pouvons pas la laisser ici, » dit Claire, les larmes coulant sur son visage. « Je sais, » répondit-il en regardant la porte fermée. « Mais il faut faire les choses bien. » Quelques jours plus tard, les travailleurs sociaux ont reçu une demande inattendue, une femme prétendant être la tante de Manon, la sœur de sa mère décédée. Son arrivée a été déconcertante. « Je suis sa seule famille vivante », dit-il avec autorité. Claire et Damien remarquèrent la tension chez Manon lorsqu'ils la virent, la jeune fille recula, se cachant derrière Claire. « Elle n'a pas l'air à l'aise avec toi », commenta Damien. La tante, mal à l'aise, força un sourire. « C'est normal, ça fait longtemps. Il faut juste s'y habituer. » Mais Claire et Damien n'étaient pas convaincus. Quelque chose chez cette femme leur disait qu'il fallait protéger Manon. Dès le premier jour, ils ont engagé un avocat et ont enquêté sur les antécédents de la tante de Nadège. « Ça n'a pas de sens que Manon ait si peur de lui », murmura Claire un soir en examinant des documents. « Je sais », répondit Damien. « Il y a quelque chose qui cloche, et on va trouver une solution. »
Les visites à l'orphelinat se poursuivaient chaque semaine. Claire et Damien apportaient des jouets, des livres et des vêtements neufs, mais surtout, ils apportaient de l'amour. Manon commença à leur faire confiance, même si sa peur de Nadège était évidente. « Pourquoi ne veut-il pas venir avec toi ?» a demandé Claire à Nadège lors d'une réunion à l'orphelinat. « C'est juste une enfant traumatisée, elle a besoin de temps », répond Nadège avec une fausse gentillesse. Cette réponse ne convainquit pas Claire. Le procès devint tendu. Nadège présenta des documents prouvant sa stabilité et sa capacité financière, elle prouva même qu'elle avait préparé une chambre pour Manon dans sa maison. « Mes intentions sont pures, je veux juste prendre soin de ma nièce », a déclaré Nadège au juge. L'avocat de Claire et Damien a cependant émis des doutes sur les véritables intentions de Nadège, soulignant que la peur de Manon ne pouvait être ignorée. Mes clients ont démontré un réel engagement envers le bien-être de Manon, alors que le plaignant n'a jusqu'à présent manifesté aucun intérêt. Cependant, la balance semblait pencher en faveur de Nadège. Les lois. Ils étaient clairs, la parenté par le sang avait la priorité. Claire et Damien commençaient à perdre espoir. Pendant ce temps, leurs enquêtes privées donnaient des résultats inquiétants, ils découvraient qu'après la mort des parents de Manon, Nadège avait reçu un héritage substantiel en tant qu'administratrice provisoire du domaine familial. Cependant, Manon étant en vie, tout devait être inversé, car la jeune fille était l'héritière légitime. « C'est ce que je recherchais, pas Manon, mais l'argent », dit Damien en frappant la table de frustration. « Mais comment le prouver ?» répondit Claire, inquiète. « Il ne suffit pas de lui retirer la garde. » Le jour du jugement arriva. Claire et Damien étaient épuisés, mais déterminés à se battre jusqu'au bout. Dans la salle d'audience, le juge entendit les conclusions finales des deux parties. La plaignante a prouvé qu'elle était une proche parente, disposant des ressources nécessaires pour prendre soin de Manon. Il est de mon devoir de veiller à ce que l'enfant bénéficie de la stabilité et des soins de sa famille biologique, a déclaré le juge à Nadège. Claire et Damien pensaient que tout était perdu. Bien qu'ils aient présenté des preuves de ses fiançailles avec Manon et découvert des irrégularités dans les finances de Nadège, ces conclusions n'étaient pas concluantes, des documents faisaient état d'incohérences dans les registres de succession et de transactions suspectes. Mais il n'y avait aucune preuve directe impliquant Nadège dans l'accident des parents de Manon. De plus, la parenté biologique demeurait un facteur important aux yeux du juge. Manon, assise à côté d'eux, paraissait plus petite que jamais, la tête baissée et sa poupée de chiffon dans les mains. Le silence de la jeune fille tout au long du procès avait entravé la défense de Claire et Damien, car ils savaient que le témoignage de Manon était crucial, mais ne l'avaient jamais forcé à parler. Mais un événement inattendu se produisit. Manon leva les yeux, ses yeux, emplis de détermination, la propulsèrent sur ses pieds et, d'une voix tremblante, elle rompit le silence qu'elle gardait depuis des mois. Elle a fait quelque chose à la voiture de mes parents. Le silence se fit complet dans la salle d'audience. Le juge, surpris, demanda à Manon de poursuivre. Je l'ai vue, continua la fille. Elle était dans le garage et a retiré quelque chose de la voiture avant leur départ. Les paroles de la jeune fille étaient mesurées, mais chacune d'elles a fait l'effet d'une bombe dans la salle d'audience. Nadège a tenté de l'interrompre en criant que la jeune fille était confuse, mais le juge a ordonné le silence. C'est extrêmement grave. Nous allons ouvrir une nouvelle enquête, a-t-il déclaré. L'enquête a révélé la vérité, Nadège avait trafiqué le véhicule des parents de Manon, provoquant l'accident qui a entraîné leur mort. Son objectif était de s'emparer de l'héritage, croyant qu'avec la disparition de toute la famille, elle en serait l'unique bénéficiaire. Lorsque Nadège fut confrontée à l'évidence, sa façade s'effondra, elle tenta de se justifier en prétendant qu'il s'agissait d'une erreur, mais il était trop tard. Manon a été placée sous la garde de l'État jusqu'à ce que sa situation soit résolue. Cependant, le juge, touché par le dévouement de Claire et Damien, leur a permis d'entamer immédiatement les démarches d'adoption. Manon rentra chez elle. Le soleil de l'après-midi illuminait le jardin de Claire et Damien, où Manon jouait avec un cerf-volant que Claire lui avait fabriqué. Le vent soulevait la petite figurine en papier et tissu, déclenchant des rires qui résonnèrent dans tout le quartier.
Claire et Damien l'observaient depuis le porche, les mains jointes, tandis que l'odeur du pain frais embaumait l'air. Des mois s'étaient écoulés depuis le procès, mais chaque jour avec Manon était une célébration silencieuse de l'amour et de la persévérance. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer et à laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes et surprenantes. À bientôt.